Elle a été déclarée maladie chronique à l'échelle de la planète. En France, elle touche 8 millions de personnes, 17% de la population. Je veux parler de l'obésité, qui est devenue un véritable problème de santé publique, un fléau psychologique même, qui conduit certains de nos concitoyens à l'isolement. Parmi les solutions, il y en est une qui donne de bons résultats. C'est la chirurgie bariatrique, chirurgie qui consiste à réduire la taille de son estomac en le coupant ou en l'agrafant. Seulement voilà, 2 ans après l'opération, une personne sur 3 reprend du poids. Alors, opération miracle ou business autour de l'obésité, nous avons mené l'enquête en suivant 3 personnes pendant 9 mois. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de Région. Elles ont perdu plusieurs dizaines de kilos en quelques semaines à peine. Une transformation physique que nous avons suivie pendant 9 mois auprès de 3 personnes obèses. Toutes ont décidé de franchir le pas en réduisant la taille de leur estomac. Toutes ont été accompagnées dans le cadre d'un programme baptisé BariaUp. Vous allez voir que la chirurgie contre l'obésité est un long chemin, un combat même qui ne peut se mener seul. C'est une enquête de Béatrice Dardy et Vincent Diga. Un peu stressé? Oui, ça commence, oui. C'est pas ma première opération, mais c'est la plus grosse opération de ma vie, par contre. D'accord. Allez, on y va. Doucement. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. J'avance. Bienvenue en fait l'opération. Merci. Marina ne peut plus faire marche arrière. Dans moins d'1 heure, son estomac sera réduit par la chirurgie. 1 mois avant d'être opérée, son pas rapide est trompeur. C'est vrai que j'aime pas marcher doucement en fait. En fait, si son corps le lui permettait, elle ferait de la course à pied. Marina Dupré est obèse. Depuis toute petite, son métabolisme est lent et brûle peu les calories. Les régimes ne servent à rien, la chirurgie est son ultime espoir. Et ce corps, comment vous l'imaginez? Pas du tout taille mannequin. Mieux réparti, on va dire. Et vraiment, qui me permettra de plus facilement bouger avec moins de poids. C'est évident, mais c'est vraiment effectivement une contrainte. Marina a accepté de témoigner parce qu'elle est l'un des 3 premiers patients du programme BariaUp. Elle a rendez-vous dans cette clinique pour une après-midi d'atelier, d'échange, être entourée déjà avant d'être opérée de l'estomac. Si Marina parle facilement de son obésité, ce n'est pas le cas de Yael. Chacun vit différemment la lourdeur de son corps. Ce programme va leur assurer un suivi pendant 5 ans. Première étape, la balance. C'est bon. Oula. Ok, donc 106. 106 kilos pour 1,61 m, soit 40,9 d'IMC. C'est l'indice de masse corporelle. Au-delà de 40, la chirurgie de l'obésité est proposée. Voilà, là juste du coup, on va vérifier ensemble pour la date de l'opération. C'est pile poil dans 1 mois. Ouais, c'est ça. Non. Marina sera opérée à l'hôpital Édouard Herriot et accompagnée pendant des années dans cette clinique. Un partenariat public-privé déployé à Lyon, Lille et Toulouse. Avec ce programme BariaUp, la Haute Autorité de Santé vise à mieux encadrer cette maladie qu'est l'obésité. Normalement, une personne qui va se faire opérer de son obésité en chirurgie bariatrique, elle doit être suivie pendant au minimum 6 mois avec un suivi régulier. Ça, c'est les recommandations de la HAS. Mais dans la réalité? Dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les personnes peuvent être opérées très rapidement et dans le privé, très souvent, on s'arrange beaucoup avec les rendez-vous, les consultations et aussi à la demande des patients qui poussent vers ça parce qu'eux, ils voient leur objectif premier qui est la perte pondérale et qui voient la médecine magique. La chirurgie n'a rien de magique. En médecine, il n'y a rien de magique. Là, on va déjà vous présenter un petit peu ce qui vous attend sur les prochaines semaines et prochains mois et prochaines années. Et donc là, l'objectif vraiment, c'est d'être
La chirurgie bariatrique, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie lourde qu'il faut bien expliquer pour en mesurer les conséquences. Marina et Yael auront une sleeve, leur estomac sera réduit des 2/3. Pour Stéphane, un bypass, l'estomac sera en partie court-circuité. L'estomac est réduit à une petite poche de la taille d'un œuf et on remonte l'anse intestinale directement dans cette poche. Ce qui fait qu'il y a toute cette partie-là qui ne verra pas le bol alimentaire et toute cette partie-là de l'intestin. Prendre la décision de vivre avec un estomac réduit, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Les problèmes cardiaques, d'apnée du sommeil, les douleurs articulaires, être obèse pèse sur l'espérance de vie. Stéphane en a pris conscience lors du premier confinement quand son voisin est tombé gravement malade du Covid. Je me dis que moi, si par exemple j'avais eu les mêmes problèmes que lui, avec les problèmes que j'ai, je ne sais pas si je serais encore là. Alors que j'ai encore 2 gamins derrière. Je peux pas faire ça. Donc, si je fais ça, c'est pour eux. J'aurais pas eu de gamin, je serais resté comme je suis. Mais il faut que je pense à eux, je peux pas les laisser derrière. Donc, c'est pour ça. Tu l'aimes celle-ci, je la sens. Alors je te la donne. Va la positionner, ça te fera plaisir. Yael va devoir renoncer aux boissons gazeuses comme Marina et Stéphane découvre qu'il va tomber dans les pommes s'il mange trop chaud ou trop froid. Manger lentement, pourquoi? Depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je suis en surpoids. Donc ça, je suis habitué, j'ai pas de problème qu'on me regarde ou quoi que ce soit. Mais c'est par rapport comment vivre l'après. Par exemple, tout à l'heure, quand on disait plus manger de froid, moi j'adore manger des glaces. Quand elle a dit ça, là, ça m'a fait un choc. Après la diététicienne, la psychologue, et c'est un atelier essentiel et novateur de cet accompagnement gratuit. C'est un peu l'exercice qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, de dessiner une silhouette. L'idée, c'est de pouvoir ensuite travailler sur comment on le voit avant et comment on peut commencer à imaginer les changements du corps après la chirurgie. L'adulte obèse est bien souvent un enfant qui a souffert et s'est créé une carapace. La supprimer peut être douloureux. 1/3 des patients reprend du poids dans les 2 ans après la chirurgie bariatrique. On a vu un certain nombre de patients passer dans nos services qui avaient été opérés sans forcément d'accompagnement, avec parfois des conséquences lourdes. Là, on a quand même une chance que quelque chose soit mis en place, qui ne soit pas laissé comme des électrons libres et qu'on puisse leur apporter des petits temps de soutien, même si c'est pas encore, sans doute que ce ne sera pas total et absolu, mais voilà, c'est mieux que rien. C'est le genre de repas que je fais régulièrement. Je fais rarement des repas trop caloriques, tout ça. Et pour autant, vous voyez la ligne que j'ai, quoi. Mon conjoint, il mange exactement la même chose que moi. Forcément, il n'y a que moi qui cuisine à la maison. Donc, il est obligé de manger pareil. On n'a pas du tout la même ligne. Dans la cuisine de Marina, on est loin des produits industriels responsables de la malbouffe et de chiffres qui donnent le tournis. En 2030, la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. Marina avait perdu 20 kilos avant sa grossesse. Le stress et un corps qui brûle mal les calories lui ont tout fait reprendre. Le programme BariaUp va l'aider à renaître. Je vais manger la même chose, c'est juste que ça sera des plus petites proportions. Puis on nous a donné quelques conseils aussi, par exemple manger dans une petite assiette pour avoir l'impression d'avoir une assiette pleine. C'est tout bête, mais en fait, c'est hyper astucieux. Pendant que la potée mijote, elle télétravaille. Marina ne pense pas tout le temps à son opération et son conjoint agriculteur préfère ne pas y penser. J'y accorde pas d'importance et je la trouve très bien comme elle est. Et du coup, ça sera plutôt la surprise d'après. En fait, je pense que je préfère pas imaginer pour pas trop cogiter après. Il y aurait presque besoin que le conjoint participe à un atelier psy aussi, non ? Pourquoi pas ? Je pense que je suis peut-être pas toujours en phase par rapport à ce qu'elle peut ressentir. Voilà. Et c'est vrai que des fois, ça permettrait peut-être d'être plus dans sa peau et de mieux revoir les choses. C'est joli, ouais. Il résume bien la difficulté pour les proches de comprendre et de soutenir la démarche.
« 22 avril 2022, c'est le grand jour. Ce n'est pas pour rien si l'assurance maladie finance intégralement sur 5 ans un programme d'accompagnement. On opère en France 60 000 personnes par an, c'est un record européen bien trop cher face à la reprise de poids. La tenue de combat, il n'y a plus qu'à. Un peu de stress? Ouais, ça monte. On va pas se mentir. Ils sont plutôt détendus, contrairement à moi. Donc là, on va dire que c'est rassurant. Mais ouais, là, ça monte quand même. Là, je commence à prendre chaud. Grâce aux ateliers Baria-Up, Marina sait donc exactement ce qu'elle va subir. La sleeve représente aujourd'hui plus de 60% des chirurgies de réduction de l'estomac. Ensuite, on vous installe les appareils de surveillance et on vous prépare pour l'anesthésie. Ok. Ici, on opère quasi tous les jours des obèses. Presque une routine froide, sans le clin d'œil des soignants. J'ai mis mon calot à fleurs exprès pour vous ce matin. Ah bah c'est gentil. L'anneau gastrique était très à la mode, mais il a montré ses limites. Moins invasif, il est aujourd'hui réservé aux jeunes obèses. Marina a 32 ans, 106 kilos. Ok, bah, est-ce qu'on peut inciser? Incision. La chirurgienne Maud Robert, référente nationale des opérations bariatriques, assiste le jeune chirurgien. L'opération sous endoscopie s'annonce plus technique que difficile. La caméra, bien orientée, va permettre d'isoler les 2/3 de l'estomac. Le chirurgien va agrafer, couper et suturer en même temps. La complication redoutée, c'est une fistule, une fuite sur la rangée d'agrafes. Marina n'aura pas ce souci majeur. En 1 heure, son estomac est devenu celui d'une jeune femme mince. Tous les patients qui ont une tendance notamment au binge eating ou à la boulimie, donc qui ingurgitent de grandes quantités d'un coup, tout cela, ils sont d'emblée récusés. Parce qu'effectivement, ils mettent en jeu leur pronostic vital dès le début, mais surtout la chirurgie, elle ne marche pas sur eux. C'est des patients qui ne vont pas perdre de poids, et voire qui vont peut-être en prendre, avec en plus la mortalité de la chirurgie. Et c'est vrai que tout ce qui est accompagnement post-opératoire, il y avait des choses qui manquaient. Parce que c'est souvent des patients qui aussi sont issus de milieux parfois défavorisés. C'est aussi pour ça qu'ils ne mangent pas bien. Et donc de ne pas avoir de financement pour avoir un accompagnement diététique, psychologique, aide à l'activité physique, c'était un réel problème. Aussi bien pour avoir de bons résultats post-opératoires que d'être sûr que des complications n'arrivent pas à distance. Comme Marina, entre 200 et 300 obèses sont opérés chaque année aux hospices civils de Lyon. Et la liste d'attente est longue. 1000 nouveaux patients par an. Le centre intégré de l'obésité est l'un des 5 de France, créé par le Plan national obésité. Notre région n'est pas la plus touchée, mais les patients viennent de loin. Delphine et Carole sont enfin prises en charge et ça commence par une semaine d'hospitalisation, d'examens médicaux, diététiques et psychologiques. Les TCA, les troubles du comportement alimentaire, ne datent pas d'hier. J'ai commencé à prendre énormément de poids à partir de la 6e. Voilà, donc c'est là où les problèmes ont commencé. Je suis quelqu'un qui aime de base, qui aime bien manger. Et ensuite, il y a eu beaucoup aussi d'événements personnels, familiaux qui font que la nourriture est vraiment devenue un refuge émotionnel pour moi, où j'ai commencé vraiment à développer des troubles du comportement alimentaire avec des crises d'hyperphagie assez importante où vraiment je prenais mon argent de poche et j'allais au petit supermarché du coin et j'achetais vraiment des aliments de toutes sortes pour pouvoir après me faire une séance de binge, comme on appelle ça. Moi, c'est les chips le soir en rentrant. Voilà, c'est mon petit moment à moi de détente et qui fait chiffrer gros après sur la balance, le petit bol de chips. Et vous mesurez combien pour quel poids? Eh bien, moi, je fais 1m68 et actuellement, je pèse 141,3 kg. Mon plus haut poids. Alors, l'objectif, déjà, c'est de plus prendre de poids. Et puis d'arriver à un poids où ma santé ne sera plus en danger, en fait. Un peu moins de la moitié des patients qui passent par ce centre intégré de l'obésité seront opérés. La chirurgie bariatrique est vraiment une solution de dernier recours dans ce combat sans fin contre cette maladie. On est programmé pour garder le poids le plus fort qu'on ait réussi à atteindre. Donc c'est une maladie chronique et ça, effectivement, la chirurgie, elle fait perdre énormément de poids et souvent les gens oublient qu'ils ont été à un moment peut-être en situation d'obésité, qui sont toujours à risque en fait de reprendre du poids.
Carole et Delphine sont chanceuses. Elles vont intégrer Baria-Up. Elles seront donc suivies pendant 5 ans après leur sleeve. Une opération validée par la commission pluridisciplinaire. Une patiente Maud que tu Autour de la table, psychologues, diététiciens, médecins, chirurgiens, ils évaluent notamment les troubles du comportement alimentaire, le bénéfice-risque. Chaque dossier est médicalement et humainement regardé. Elle est complètement retirée au niveau social. Elle dort pas la nuit, elle a des ruminations mentales, des sensations d'étouffement. Enfin, voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était compliqué au niveau psy. Oui, elle est psy, mais je veux dire, c'est un ensemble. Elle veut pas de démontage. Elle viendra plus nous voir, c'est sûr, si on fait pas de sleeve, elle le fera pas. Si elle nous fait confiance, là, faut pas rater le coche. Hein. L'insistance, elle est souvent proportionnelle à la souffrance du patient. On essaye d'éclairer sur les points à travailler. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait qu'une chirurgie bariatrique dans une vie. Et quand on a à dire non, on le dit de manière collégiale, pour justement ne pas porter la décision de manière solitaire. Après, il suffit qu'il y ait un membre de la commission qui pense que ce ne soit pas le moment opportun pour qu'on décide d'attendre. Souvent, c'est des contre-indications qu'on va poser de manière temporaire. On va demander au patient de se réinvestir dans sa prise en charge et on en rediscutera à l'issue de ce nouveau parcours, en fait. Donc moi j'ai vu la dame hier, elle fait 129 kg pour 1,58 m, elle a un IMC à 51,67. Elle est bien compliquée avec un diabète qui est insulinothérapé. Alors moi ce que j'ai noté c'est que cette dame elle bouge pas du tout, hein, donc voilà, elle a quand même 63 ans et demi. Elle pense que la chirurgie ça va être absolument magique. Et moi elle me disait qu'elle mettait même de la nourriture sous son oreiller, qu'elle se lève la nuit, qu'elle peut vider le frigo. Mais même la balance bénéfice-risque, qu'est-ce qu'elle bouge pas, qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça? Ah non, puis elle va pas maigrir de toute façon. Elle va pas maigrir. Hein. Non. Il n'y a que des complications. Ah, c'est ça, pour cette dame. Elle est sous anticoagulant, là, il se faisait remarquer, en plus, donc quand même c'est une chirurgie à risque. Hein, donc, Mais à cet âge-là, avec la sédentarité, ça marchera pas. Ça marchera pas. Non mais culpabilise pas, c'est bon. Il faut... Ah là là, bon, bah oui. On peut pas tous les sauver. Non, on peut pas tous les sauver. Parfois, il faut être tellement généreux par rapport à ce que vous avez l'habitude de manger, donc c'est un projet que vous avez un petit peu. La commission avait dit non à Carole dans un premier temps. Le monde s'était alors écroulé autour d'elle. J'avais l'impression que la montagne à gravir était trop énorme pour moi, que j'y arriverais jamais. Et du coup, ma première pensée, c'était mais je vais finir par aller en Tunisie pour me faire opérer. Je me suis ravisée, bien évidemment, parce que je n'irais pas faire ça, c'est trop dangereux. Mais oui, du coup, il y a un vrai tourisme qui est vachement promu sur les réseaux sociaux, avec notamment pas mal de stars de la télé-réalité qui font tout et n'importe quoi pour rentrer dans des standards esthétiques complètement dingues. Sur Internet, les opérations bariatriques en Tunisie ou en Turquie peuvent faire rêver. Les tarifs sont alléchants, comme les photos et témoignages, un vrai business. Et c'est écrit noir sur blanc, contrairement à la France, pas besoin d'un IMC spécifique pour être opéré. Le premier contact se fait par WhatsApp, mais aucune clinique n'a finalement accepté de répondre à nos questions sur le suivi des patients. Malheureusement, les patients ils sont libres aussi d'aller se faire opérer à l'étranger et ils arrivent avec les complications et nous on les prend en charge. Et malheureusement, on se rend compte que c'est des patients qui, dans notre équipe, n'auraient pas été éligibles à la chirurgie. Et du coup, c'est encore plus compliqué à gérer derrière. Tu viens ? Un mois après avoir été opérée, Marina a perdu 11 kilos. La fatigue est là. Le rose fluo, t'essayes ? L'énergie des sucres lents lui manque. Elle aurait besoin de plus de calories. Elle est en forme à peine 3 heures par jour. Son arrêt maladie de 4 semaines est prolongé. C'était un pendentif et puis après... C'est quand même dur parce que physiquement, c'est un changement énorme. On sent que de l'intérieur, en fait, tout change. C'est toute une nouvelle adaptation, effectivement. Les repas, purée, mixés, un peu moins mixés, etc. C'est assez dingue de se dire que finalement, j'ai un estomac qui, pour le moment, est plus petit ou au moins pas en capacité de manger plus qu'une enfant de 4 ans. Là, ça fait tout drôle. Surtout quand la petite vous le fait remarquer. Elle vous le fait remarquer. Ah oui, maman, t'as presque pas mangé, mais c'est que je suis pas en capacité de faire mieux, en fait.
Et psychologiquement, perdre beaucoup, enlever la carapace, ça va être difficile ou pas? Bah non, parce que en fait, je trouvais tellement que ça injuste que là, finalement, j'ai l'impression d'être un peu passée devant le tribunal des gros et que du coup, eh ben, ils vont remettre tout ça en ordre. Voilà. C'est une sacrée image, mais c'est un peu comme ça que je le vois. On va passer une bonne soirée. Nadjet a aussi vécu l'injustice, la grossophobie. Un café, un thé? Je vous pose ça. Opérée d'une sleeve, elle a perdu beaucoup de poids sans être accompagnée. Elle a alors créé l'association Équilibrez-moi. C'est l'équivalent de Baria Up, sans les blouses blanches. Ce qu'elles sont en train de faire paraît anodin et pourtant, elles partagent bien plus qu'un café. C'est des questions où j'ai jamais de réponse. Et je voudrais qu'on me donne des réponses. On est tous différents. Et donc le remède, c'est à toi de le trouver. On parlait tout à l'heure de l'hypnothérapie. Peut-être que toi, l'hypnose, c'est peut-être pas ton truc, mais tu vas aller te diriger vers une autre médecine qui va te faire du bien. Et là, tu vas te sentir bien. Moi, je peux le dire, hein, j'ai perdu 57 kilos après une chirurgie bariatrique, après un bypass. J'ai été opérée en 2017. Je voyais le chirurgien une fois par an pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis ou que... pour avoir une prise de sang, pour vérifier les vitamines, parce que je prends des vitamines à vie, hein, je prendrai les vitamines avec un bypass. C'est tout ce que j'avais comme suivi. J'avais pas, malheureusement, pas le suivi diététique, j'avais pas le suivi psychologique, j'avais rien d'autre. Heureusement que j'avais l'association, moi, à côté. Sinon, effectivement, on se retrouve tout seul après l'opération. Je perdais énormément de poids et mon mari ne comprenait pas pourquoi j'étais mal dans ma peau. Il me disait, mais enfin, tu maigris. C'est bien ce que tu voulais. Et il n'a pas compris que tout ce changement en moi devait être déjà digéré, accepté. Et puis je me rends compte qu'en fait il faut également aider les personnes obèses et en surpoids qui ne veulent pas se faire opérer. Ces personnes-là, comme je l'ai été, elles souffrent aussi. Elles sont souvent isolées d'ailleurs. L'obésité, elle est dans la tête, elle est dans le corps, mais elle reste dans la tête. Pour moi, je suis toujours obèse. Dans ma tête, je suis obèse. J'en souffre toujours, au quotidien. Vous êtes prêts? Je change de sens. Tous ces mouvements, certaines ont encore du mal à les faire, même dans l'eau. Ils deviennent possibles une fois la carapace physique enlevée, mais le psychologique continue de peser. Quand on vient comme là à l'aquarégime et qu'on se découvre, c'est un très gros travail sur nous. Donc si en plus on n'avait pas ce respect, cette bienveillance, on ne pourrait pas le faire. Elles sont là parce qu'on est ensemble. On est toutes, parce qu'on est toutes pareilles, on se sent toutes obèses ou en surpoids. Et le fait qu'on soit ensemble, eh bien, on ose venir et faire de l'aquagym. Les associations d'obèses pallient ce que des agences régionales de santé commencent à mettre en place avec l'expérimentation Baria Up. Six mois après leur opération, Stéphane, Yael et Marina sont métamorphosées. Yael, elle va bientôt s'inscrire à un marathon du coup. Mais j'y pensais. Pour le marathon de Lyon l'année prochaine. C'est quoi? Franchement, j'aimerais bien payer. On n'avait même pas reconnu Stéphane. On n'était pas sûr que c'était lui. Stéphane a beaucoup changé. 78. C'est une belle victoire. Ouais. 6 mois, 30 kilos, c'est bien. C'est chouette. La balance reste un passage obligé, mais presque accessoire, tant l'essentiel est ailleurs. Se sentir entouré, choyé. Camille, l'infirmière référente, prend de leurs nouvelles régulièrement et elle est joignable à tout moment. Réapprendre le plaisir en atelier diététique, oublier la culpabilité. Baria Up, c'est 5 journées d'accompagnement la première année, 3 les suivantes. Le dedans, le dehors, comment je me sens après l'opération bariatrique. La dépression est insidieuse, elle peut être vite entraînée par la perte massive de poids et de masse musculaire, d'où l'intérêt du sport adapté. Pour
Pour le moment, le moral est au beau fixe. Yael n'a jamais été aussi souriante. Ça va? Génial. Là maintenant je peux suer. Longtemps, je peux suer longtemps, mais je peux le faire au moins. Mais oui, non, avant je pouvais pas le faire. C'est bien de pouvoir le faire. Ouais. Et puis sans avoir trop de douleur. 5 ans après une opération bariatrique, les médecins n'ont plus de nouvelles d'un patient sur 2. Les études sur le long terme sont donc quasi inexistantes. Grâce à BariaUp, entre Lyon, Lille et Toulouse, le suivi de plusieurs centaines de patients va permettre un véritable recul après la renaissance de la première année. J'en ai déjà perdu 25. J'ai déjà perdu 25 et c'est déjà merveilleux, donc encore 40 ce serait... Moi, quand je me regarde dans le miroir, le matin quand je m'habille ou quand je prends ma douche ou des trucs comme ça, c'est une nouvelle personne que je vois maintenant. Des fois, je me dis, est-ce que ça pourrait être encore mieux? Peut-être, on verra. J'espère, hein, mais c'est déjà tellement chouette que bon, faut pas non plus toujours en vouloir plus. Si ça restait comme ça me conviendrait parfaitement. On entend plein de gens dire oui, c'est la facilité, forcément on enlève plus de la moitié de l'estomac, donc c'est logique de perdre. Mais non, à côté il y a plein d'autres choses qui sont compliquées, de devoir apprendre à se nourrir sans avoir mal, sans vomir derrière parce que ça passe pas. Donc il y a quand même tout ça, il faut réapprendre complètement à se nourrir. Sans compter le côté psychologique, parce que perdre autant de poids en si peu de temps, faut arriver à s'accepter, faut arriver à se rendre compte qu'on perd ce poids. Et pas forcément, c'est pas facile. C'est beaucoup moins facile que ce que les gens pensent. Moi je me rappelle avant votre opération, vous nous aviez dit je vais plus pouvoir manger de glace. Vous vous rappelez? Ouais. Alors, c'est très compliqué la glace. Je m'installe déjà dans le canapé, avec les pieds surlevés, à demi allongé. Parce qu'en fait, dès que j'ai fini de manger la glace, j'ai la tête qui tourne. Et pendant au moins 1 heure ou 2, en fait, je suis pas bien, quoi. C'est comme si on faisait une crise d'hypoglycémie. C'est à peu près pareil. C'est la même chose. On peut plus rien faire, donc du coup, on sert à rien. Donc, mais le plaisir passe avant. Bah, il faut quand même garder un petit plaisir, quand même. Il faut continuer à vivre. Marina prépare son mariage. Le centimètre a remplacé la balance. Son poids n'est pas encore stabilisé. Les mesures seront ajustées pour le jour J. Effectivement, je voulais des manches. Pour elle, comme pour Stéphane et Yael, les petites assiettes sont devenues leur quotidien. Mais le combat contre l'obésité est encore loin d'être gagné. Retour ici à Lyon, au musée des Beaux-Arts, dans cette chapelle, la chapelle des sculptures qui abrite des superbes œuvres de Bourdelle, Mayol ou encore Rodin. Avec vous, Béatrice Tardy, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce 26 minutes sur ces 3 personnes qui ont subi une opération bariatrique. Comment elles vont? Eh bien, elles vont bien. Marina, Yael, Stéphane, on est en contact très régulièrement et ils ont tous les 3 perdu plus de 30 kilos. Mais c'est pas ça finalement le plus important. Le plus important, c'est qu'à l'intérieur, ils se sentent mieux. Ce corps transformé fait qu'ils se sentent mieux à l'intérieur. On va parler de l'après, Béatrice. C'est compliqué finalement. Opérer, c'est une chose, mais après, il faut assumer la suite, assumer sa nouvelle image en fait, nouvelle garde-robe, nouvelle carapace. Exactement, et finalement c'est ça le plus difficile, et c'est pour ça que BariaUp, cet accompagnement qui inclut des ateliers diététiques, mais surtout des ateliers psychologiques, c'est ça qui est fondamental, parce que ces ateliers-là permettent de se rendre compte que enlever le poids, ça ne suffit pas. Ça a été compliqué à mener comme enquête. Vous avez trouvé les interlocuteurs facilement ou pas? Alors, pour ce qui concerne BariaUp, les Hospices civils de Lyon nous ont aidés à trouver les interlocuteurs. Mais quand bien même, ça a été compliqué parce que, vous savez, Julien, ce qui est compliqué en fait dans ces reportages, c'est d'obtenir la confiance des gens.
et de ne pas être trop en avant, de ne pas finalement violer leur intimité. C'est des personnes qui ont souffert pour la plupart, donc c'est difficile d'obtenir effectivement des témoignages. Et quand on n'était pas dans Baria Up, eh bien ça a été compliqué. Vous avez vu, on a eu des interviews anonymes. Il y a des gens que j'ai eu seulement au téléphone qui m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, que socialement parlant, ils étaient dans une impasse en fait. Bon, l'opération, on traite le mal a posteriori, mais la racine, la source du mal, c'est la malbouffe malgré tout? La malbouffe, c'est une partie de la racine du mal. C'est sûr que on le sait que on compare bien souvent l'industrie du tabac et le combat qu'il y a pu y avoir contre l'industrie du tabac. On pensait que c'était impossible de contraindre cette industrie du tabac. Et finalement, on y est arrivé. Parce que les pouvoirs publics, les politiques ont effectivement pris les choses en main. Et l'industrie, l'agroalimentaire, c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui aussi pour effectivement permettre aux gens de mieux s'alimenter et dès l'enfance, dans les écoles, de faire de la prévention, tout simplement. Béatrice, vous parliez du business du tabac. Est-ce qu'il existe un business de l'obésité aujourd'hui ? Alors, dans les cliniques en France, certaines ont pu effectivement, on l'aborde un tout petit peu dans ce magazine, faire n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Mais c'est de plus en plus encadré, et ça c'est bien. Par contre, à l'étranger, effectivement, il y a une forme de business, puisqu'on peut partir en Turquie, en Tunisie, sont les lieux de la santé tourisme, aujourd'hui, pour l'esthétique, mais aussi pour la chirurgie bariatrique. Ça, c'est et donc on peut partir en Turquie et se faire opérer de l'estomac. De l'estomac. Oui, ça vous coûte un peu plus de 4 000 €, sauf que les conséquences, alors quand ça se passe bien, quand tout va bien, sauf que quand ça ne se passe pas bien, le suivi d'abord est catastrophique. Et nous, on a essayé, avec Vincent Digard, avec qui j'ai mené cette enquête, on a essayé de rentrer en contact avec des cliniques, en Turquie notamment, plusieurs cliniques. C'est assez facile de demander un devis, on est vite rappelé par WhatsApp, sauf que dès qu'on dit qu'on est journaliste, dès qu'on dit qu'on veut effectivement avoir un peu plus d'informations, eh bien ça coince. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Béatrice, merci d'avoir répondu à nos questions. On va parler maintenant d'une autre renaissance, la reconstruction après le cancer. Comment reconstruire son corps et son esprit lorsqu'ils ont été malmenés par la chimiothérapie? C'est un reportage à Clermont-Ferrand de Valérie Riffard et Stéphane Transo. Moi, ça a été difficile quand il y a eu la chute des cheveux de me voir dans la glace. C'était des cheveux, je voulais des cheveux, je voulais pas de foulard. On n'a plus de sourcils, donc on essaie de se maquiller. C'est ce qui nous tient en fait, c'est ce qui nous tient un peu à la vie. On n'a pas envie d'être regardés comme des zombies, des gens avec des stigmates qui ne sont pas trop. Et se réapproprier le maquillage et tout ça, c'est très important. Se regarder dans le miroir, un réflexe du quotidien qui peut devenir difficile, voire insupportable lorsque l'on est atteint d'un cancer, car les stigmates sont nombreux. La frange, elle vous tombe sur les yeux. Quand on vous donne le diagnostic, on vous dit que vous avez un cancer, on ne le voit pas spécialement. Mais la chose qu'on voit qui fait qu'on se dit qu'on est malade, c'est le fait de tomber les cheveux. Alors, avant même d'entamer sa chimiothérapie, Corinne a pris les devants et a poussé la porte d'une capidermologue. Et me voilà. Fadila était là pour m'aider, pour m'aiguiller et pour me faire voir les perruques que je pouvais avoir. Et du coup, avant ma chute de cheveux, j'avais déjà réservé ma perruque. Il y a le petit scratch, comme je vous disais, et vous l'avancez. On l'avance comme on veut. Comme vous voulez. D'accord, ça marche. On reste quand même une femme, donc on a quand même besoin d'avoir des soins. Malgré qu'on ait la maladie, il faut quand même qu'on ait un visage différent. Donc ça aide quand même à avancer dans la maladie et puis de se battre en fait. Voilà. Et voilà. C'est bien ? Nickel. Oui, elle est bien. Pour Florence, les traitements contre le cancer sont aujourd'hui terminés. Mais elle prend toujours des médicaments pour éviter une récidive, ce qui l'inquiète un peu. Ça a quand même des effets secondaires, donc on a un peu la trouille de vieillir un peu plus au niveau de la peau, des articulations, machin. Donc moi j'aimerais bien continuer avec vous. Donc du coup on va aller
Faire le soin à côté, on va regarder votre état de peau actuel. Si les patientes bénéficient de soins en milieu hospitalier pendant leur traitement, elles se retrouvent bien seules lorsqu'ils s'arrêtent. Pourtant, les stigmates sont toujours là. On voit que la peau est quand même un petit peu... sèche. Alors, un peu beaucoup sèche, ouais. Il y a effectivement des petites rougeurs aussi. Après les traitements, il y a aussi souvent une déshydratation, il y a aussi une inflammation, il y a aussi une stigmate, une fatigue, une peau terne. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir relancer le système et peut-être aussi relancer une nouvelle énergie. Cette douceur qui est apportée, ça troule, mais ça fait lâcher toutes les tensions qu'on a eues pour accepter tous ces traitements. Alors là, le sourcil, il est déjà là, mais quand il est un peu court, il est un peu court. Donc on peut le travailler un petit peu là, au niveau de la tête. Le cœur de la socio-esthétique, c'est ça, c'est pallier toutes les petites pertes et toutes les disgrâces, d'arriver à avoir les outils pour dire bon voilà, je peux corriger comme ça. Ben oui, le but c'est ça, c'est qu'on puisse vous transmettre pour que vous puissiez faire après toute seule. Ah ouais. Ah bon. Merci, ça fait du bien. Ça a des effets sur tout, c'est-à-dire la relation avec l'autre, de l'intimité avec l'autre, le partage, la familiarité, je dirais même la sexualité, le rapport à l'amour. Le corps a été vraiment atteint et donc c'est important d'être accompagné physiquement et moralement. Et la socio-esthétique, c'est les deux. Coiffure, esthétique, massage, tous ces soins prodigués à l'hôpital ou en ville et qui apportent du réconfort aux patients font aujourd'hui partie intégrante du traitement contre le cancer. Par rapport aux soignants qui font des gestes techniques, et parfois des gestes un peu invasifs, de piquer, dans les cathéters, etc., c'est toujours des gestes un petit peu traumatiques, les professionnels de soins de support n'apportent que du bonheur. C'est-à-dire ils vont apporter aux patients, ils vont les mettre dans une bulle de bien-être, quoi. Et ce bien-être, eh bien, ça influence l'expression de certains gènes. Et ça s'appelle l'épigénétique. Et ça, c'est un truc extraordinaire, l'épigénétique. Parce que l'épigénétique, ça veut dire que par notre comportement, on peut influencer sur l'expression de certains gènes. Et qui peuvent être bénéfiques pour la santé. Qui peuvent permettre déjà d'avoir moins de troubles anxio-dépressifs, donc de moins consommer de médicaments d'ailleurs. Ça peut permettre de diminuer les risques de récidive de cancer, ça c'est démontré scientifiquement. D'accord ? Et puis ça peut aussi diminuer la survenue d'autres maladies. Faciliter l'accès aux soins de support, c'est ce que permet Florence dans sa boutique spécialisée. Un concept qu'elle a développé après avoir pris conscience des difficultés rencontrées par sa mère, atteinte d'un cancer. Il fallait qu'elle aille chercher la prothèse mammaire à un endroit, la perruque à un autre, qu'elle était beaucoup fatiguée, elle n'avait pas envie d'avoir plusieurs interlocuteurs. J'ai encore les ongles un petit peu tachés suite à la chimio et je voulais reprendre du vernis. Oui. Perruque, foulard, prothèse, cosmétiques, vernis à ongles, maillot de bain ou lingerie. Ici, tout est adapté. On commence à retrouver quand même un petit peu de dentelle, des petites choses un peu jolies. Et à chaque fois, on a des petites poches, un système de poches pour pouvoir glisser un complément mammaire ou une prothèse mammaire. J'ai une cicatrice qui est assez conséquente du coup, donc il faut mettre que du coton. Au début, on ne peut rien mettre d'autre parce que ça frotte contre la cicatrice. Et aller dans une pharmacie pour essayer un sous-vêtement ou un foulard ou une perruque, je ne trouvais pas du tout ça adapté. Et c'est quand même particulier parce qu'on se livre aussi sur notre intimité de malade. Une intimité parfois difficile à partager. La maladie, c'est tabou et il y a des gens, ils ne veulent pas en entendre parler et ils vous laissent même de côté aussi. Le cancer fait peur un peu. Moi, il y a eu des fois où je me suis dit, tiens, t'as une grippe ou t'es vraiment contagieuse, t'as une gastro. Et ça, quand on est malade, c'est pas cool. Vous allez peut-être pouvoir descendre. C'est bon. Prendre soin de son corps, mais aussi apprendre à accepter son ressenti et à écouter ses émotions. Voilà ce que visent les soins de support, et notamment l'art-thérapie qui permet à tous les malades de mettre des mots sur leur combat pour la vie.
Retour ici dans la chapelle du musée des Beaux-Arts à Lyon, devant ce superbe bronze de Rodin. C'est Ève, à mes côtés. Pierre-Jean Renaudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie contemporaine à l'université Lyon 3. Oui. Je vous ai invité pour prendre un peu de hauteur par rapport à ce sujet. On a vu ce documentaire sur ces personnes obèses qui se font couper l'estomac, sur ces femmes qui ont eu un cancer, qui essayent de se reconstruire. Finalement, est-ce qu'il y a une thématique qui se dégage ? Il y a cette remarque qui est très forte de cette personne qui dit que le moment où elle s'est découverte malade, où elle s'est sentie malade, c'est pas le moment où elle a eu le cancer, mais c'est le moment où le traitement a provoqué la chute des cheveux. Donc c'est le fait de se voir différemment, avec un visage qui n'est plus le même, de se sentir transformé, altéré physiquement par les effets du traitement plutôt que par la maladie elle-même, qui devient le symptôme le plus évident de la maladie. Il y a cette personne d'ailleurs qui dit qu'elle a l'impression d'être presque pestiférée en ayant eu un cancer, où elle n'était plus vraiment invitée. Ça aussi, c'est dur, cette marginalisation. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une des difficultés avec le fait de parler de pathologie, par exemple pour l'obésité. Dire que l'obésité c'est une pathologie, c'est faire des obèses des malades en quelque sorte. Donc c'est une façon de projeter sur eux un certain jugement de valeur, qui est un jugement social, qui détermine quel type d'usage du corps est adapté, conforme aux exigences de la société, et quel type d'usage du corps ne l'est pas. Si on prend les sumos, par exemple, au Japon, qui sont tous en situation d'obésité, puisque la moyenne c'est 150 kilos par personne, on ne les considère pas comme des obèses, ou en tout cas on ne les traite pas comme des malades, parce qu'ils ont une certaine fonction sociale, donc leur rapport à leur poids, leur façon de s'alimenter, d'utiliser leur propre corps, etc., elles trouvent un mode d'usage dans la société qui est conforme aux attentes des uns et des autres, et donc ça ne pose pas de problème. Finalement, on peut parler du diktat du corps, qui ne date pas d'hier, quand on voit toutes ces sculptures, mais il n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. C'était déjà le cas, évidemment, en Grèce, dans la sculpture grecque, il y a celui qui a établi ce qu'on appelle le canon, Polyclète, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait essayé de définir des proportions qui étaient les proportions idéales du corps pour produire des sculptures belles. Il faut que la tête fasse 1/7 du corps, etc. Donc il y a une norme idéale de ce qui doit être beau. Mais il faut bien voir que cette norme, elle dit pas seulement ce qui est beau, mais ce qui doit être tenu pour beau. Puis on voit finalement le développement du bio, des salles de sport, des activités bien-être. Est-ce que l'apparence de notre corps n'est pas devenue le fondement de notre identité ? La façon dont on apparaît à autrui, elle rend compte aussi de la façon dont on se rapporte à nous-mêmes. On ne veut pas se percevoir en faisant complètement abstraction d'autrui, mais on a besoin de se voir tel que nous voit autrui. C'est pour ça qu'on met des miroirs chez nous, par exemple. C'est pour avoir un certain contrôle sur le regard qu'autrui a de nous. C'était très impressionnant de voir ce médecin expliquer qu'on obtenait des résultats beaucoup plus importants quand les personnes traitées avaient une représentation d'elles-mêmes qui leur donnait un regard positif sur elles-mêmes. De l'amour-propre ? Oui, tout à fait. Donc ce regard d'autrui, il est aussi important pour se constituer, et ça ne veut pas simplement dire qu'on est superficiel ou qu'on s'en tient à l'apparence, mais simplement que notre identité, elle est partagée toujours entre notre représentation de nous-mêmes et celle d'autrui. Merci Pierre-Jean Renaudy d'avoir accepté notre invitation. On va terminer cette émission par le portrait de Thibaut. À Annecy, ce pompier volontaire a perdu l'usage de son bras droit après un accident. Sa meilleure arme, il l'a trouvée dans le crossfit, au point qu'il envisage aujourd'hui de faire de la compétition au plus haut niveau. Son portrait est signé Jordan Guéant et Asdine Kebapti. AMRAP, 8 minutes à 2. On bouge son cul pendant 8 minutes. Intensité maximale. On y va à fond la caisse. On est à 2. Le ton est vite donné. Joe, le coach, n'est pas là pour rigoler. Le crossfit est une affaire sérieuse. En particulier pour Thibaut. Il y a 2 ans, il a perdu l'usage de son bras, un accident du travail. Depuis, dans cette salle d'Annecy, Thibaut s'entraîne, il se reconstruit.
on avait dit que tu te mettais avec un mec qui envoie là. Il en va pas. T'as trouvé que Amaury, toi? Le crossfit, un mélange de cardio, de gym et d'haltérophilie. Objectif, mobiliser le corps entier à très haute intensité. Alors pour Thibaut, un seul leitmotiv, s'adapter. J'ai fait 4 fois 100 kilos à un bras. Bah alors mets pas la sangle. C'est mon échappatoire. C'est comme une séance de psy. Hein. Pour moi, si j'avais pas ça, ce serait pas possible. Honnêtement, c'est peut-être des mots durs, mais je pense que je serais pas là de nos jours si j'avais pas aujourd'hui les capacités physiques et le dépassement de soi que j'ai aujourd'hui. Je pense que je serais plus là parce que quand ça m'est tombé sur le coin du nez, il faut réussir à surmonter cette nouvelle épreuve. Aujourd'hui, je la considère plus comme une aventure. Mais en réalité, ouais, je pense que c'est ce qui m'a sauvé, entre guillemets. C'est parti, prenez de l'espace, on y va. Au programme ce jour-là, 8 minutes top chrono pour réaliser le plus de burpees, cette pompe sautée, et de soulever de terre, 140 kilos à porter. Pour Thibaut, d'un seul bras, mais avec un partenaire solidaire. On est à la difficulté que d'avoir un bras. Amaury, il a voulu faire dans la même position que moi, mais en réalité, on va le voir même pour les autres, pour les valides. On voit bien que même avec 2 bras, finalement, vraiment être synchro, c'est hyper compliqué. Donc je pense qu'on a fait une belle perf. On va voir ce que les loulous ils font après, comment ils vont performer, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui arrivent à nous tirer la tronche. À partir du moment où on a un handicap, on peut plus se servir de toutes ces petites techniques, même pour les tractions, on a le droit de céder un peu des mouvements. Lui, c'est impossible. Et donc il doit compenser ça par plus de force et plus de rigueur. Et non, beaucoup de respect pour lui, parce que c'est pas du tout évident. Et il y en a plein, je pense, qui auraient un peu lâché ou abandonné, qui iraient moins fréquemment, et lui, il lâche pas. Avant son accident, Thibaut était déjà très sportif, trailer et pompier volontaire. Le sport, son quotidien désormais, faute de pouvoir reprendre le travail. 10 séances de crossfit par semaine, et le jeudi course à pied, sur piste ou en montagne. Mais chaque matin la même routine, 1h30 de kiné, un passage obligé pour performer. Salut Steph. Salut Thibaut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais, on va s'installer dans l'angle là-bas comme d'habitude. Ça marche. Ça fait 1 an et demi maintenant que je viens ici tous les jours. J'ai eu une vingtaine d'opérations en tout. Je le savais pas avant d'avoir l'accident, mais en fait le bras et la main c'est ce qu'on a de plus complexe dans le corps humain, donc faut tout restimuler, redétendre et ainsi de suite pour essayer de récupérer au maximum. Il faut qu'on travaille toutes les cicatrices. On travaille la flexion du coude, ça c'est surtout pour son autonomie à la maison. Après, pas tous les jours quand il vient, mais je dirais 2 fois par semaine, on travaille aussi tout l'aspect sensitif, parce que Thibaut, il sent pas comme nous dans le bout de ses doigts, donc on a besoin de travailler un petit peu les reconnaissances de matière. Il a pris 1 fois des vacances, Thibaut, depuis qu'il vient. Donc la lassitude, il y en a forcément, mais voilà. Après, il y a la motivation qui fait que... Et puis surtout, on voit les progrès. Ouais, bien sûr. Nous, on les voit, lui, il les voit dans son quotidien, donc on continue, on tient bon, et puis il va encore progresser. Ça fait 2 ans tout pile que j'ai eu l'accident. Je pense que j'ai quand même une part de force et de volonté, ça c'est sûr, par rapport à mon caractère et tout ça, qui fait qu'aujourd'hui je me bats plus. Mais est-ce que j'ai le choix? Tout simplement. Je pense que quand ça t'arrive, tu te dis, ça t'est arrivé, t'as 2 solutions dans la vie. C'est soit tu te bats et t'avances, ou soit sinon tu te morfonds toute ta vie et finalement t'avances plus et tu vas plus rien faire. L'an dernier, Thibaut réapprenait à faire des colliers de perles. 6 semaines de travail juste pour celui-ci. Aujourd'hui, ce sont les poids qui l'enfilent sur sa barre. Son nouveau rêve, la compétition, Joe et son exigence en coach particulier. Combien de Walking Budgies? 20. Chargé? Ah oui, chargé gros. Et combien de... 20. Ah ouais gros. Ah ouais. Oh là là. Tu croyais que ça allait être les vacances, hein? Allez. Oh, pousse vers derrière. Oui, c'était ça. Je sais que ma marge de progression, elle est encore énorme, mais je pense pas être totalement satisfait en fait de tout ce que je fais. J'ai toujours besoin de plus, donc je pousse toujours les limites. Mais après, jusqu'à quand L'abnégation au quotidien. Chaque geste, chaque mouvement doit être répété, adapté, par-delà les difficultés. Ce jour-là, sur la barre d'haltérophilie, près de 40 kilos. Après seulement quelques mois de pratique,
Thibaut se rapproche déjà des meilleurs athlètes handi. C'est le pire mouvement que je pouvais avoir ce matin. C'est le pire mouvement que je pouvais avoir ce matin. Il est pas mal. Le chemin, il est long. En fait, le chemin, il est long. C'est pas forcément ne pas... C'est pas que je veux pas lui dire que c'est bien ou pas. Il y a des choses qu'il fait très bien, mais le chemin est très long. Les objectifs qu'il a, il faut beaucoup de travail. Il faut aussi du temps pour pouvoir tout assimiler, laisser le temps aussi au corps de s'adapter. Donc si je lui dis maintenant c'est impressionnant, qu'est-ce que je vais lui dire quand il arrivera à ses objectifs? Au CrossFit, Thibaut a trouvé un esprit de communauté et une philosophie, celle du dépassement de soi. À 31 ans, il se rêve désormais athlète de haut niveau, ses premières compétitions déjà en ligne de mire. À la force mentale, il ajoute celle du physique, la performance en guise de salut. Son handicap ne sera pas sa limite. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la voir, la revoir et la partager sur notre site internet aura.france3.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi 15 mars pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Restez sur France 3 dans un instant, le film de Caroline Puig dont la vie a basculé